vraie voix Sud Radio. C'est l'info en plus de Félix Mathieu. Félix, vous revenez sur le sommet de Genève, sur la pollution du plastique, la pollution au plastique. Ce sommet se termine, mais les espoirs de trouver un accord sont désormais très faible. 184 États réunis par l'ONU pour tenter d'adopter ce traité contre la pollution plastique. Mais oui, Jean-Marie, les dernières heures semblent bien tourner à la débandade. On rappelle le contexte. D'un côté, des États, par exemple européens, plutôt favorables à un texte offensif pour réduire vraiment la production de plastique, qui souvent finit dans la nature. Et puis d'un autre côté, des pays pétroliers qui voient surtout que dans un monde plein de voitures électriques et sans plastique, eh bien, ils n'auraient plus de débouchés pour leur pétrole. Alors, autant vous dire que eux freinent des quatre fers sur le thème. Un petit effort de recyclage devrait suffire. Vous mélangez tout ça et ça donne une tentative de synthèse jugée maladroite hier. Pas très ambitieuse, texte massivement rejeté par l'Assemblée plénière de Genève. Résultat, ce sommet doit se clôturer aujourd'hui, mais il pourrait bien jouer des prolongations, des négociations nocturnes. Même si beaucoup ne croient plus au scénario d'un accord de dernière minute, chacun pourrait donc repartir chez soi. Bredouille demain sans aucun traité plastique après des années de négociations. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Patrick Dexon, navigateur, explorateur, fondateur de l'association Expédition 7e Continent. Bonsoir Patrick Dexon. Oui, bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, je précise d'ailleurs, Expédition 7e Continent, parce que le 7e continent, c'est un continent de plastique que vous avez vu malheureusement de vos propres yeux au beau milieu du Pacifique. Oui, c'est ça, le 7e continent. Donc ce sont les zones qui sont fortement polluées par des microparticules de plastique qui se rassemblent au milieu des océans. Je précise que ce n'est pas une île comme on le prétend, mais bien des zones très polluées, très concentrées en microparticules de plastique. Oui, parce qu'en plus, le plastique, ça se désagrège. Donc, au-delà de ce que vous appelez effectivement ce 7e continent, il se retrouve partout, dans nos organismes, notamment, par exemple. Oui, parce qu'effectivement, ce plastique ne disparaît pas de l'environnement. Quand il rejoint les océans, il va se fragmenter. Et malheureusement, il finit en nanoparticules de plastique. Et ces nanoparticules, elles n'ont pas de frontières dans le corps humain. Donc, effectivement, quand on ingère ces nanoparticules, elles traversent le corps humain et elles se répandent un petit peu partout, malheureusement. Ça fait des années qu'on en parlait de ce traité contre la pollution plastique. Il était en négociation. A priori, ça va rien donner. On vous imagine dépité en apprenant cette nouvelle? Ouais, dépité, mais bon, je m'y attendais un petit peu aussi. Faut pas être naïf, arriver à mettre d'accord 184 pays avec des pays pétroliers qui ont tout intérêt à pas ralentir la production de plastique. Effectivement, c'était pas gagné d'avance et ça sera pas gagné. Alors le problème, c'est que c'est un drame, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on se bat pour essayer de faire passer un traité au niveau mondial. Et je crois qu'on va pas y arriver. Je crois que ça va être le citoyen qui va être obligé de prendre en main cette problématique-là. On est sensibilisé sur la pollution de l'air, sur la fonte des glaciers, sur la montée des eaux, mais on la voit pas, cette pollution plastique, parce qu'elle est sournoise, elle est microscopique, elle est partout dans les océans et ça empoisonne l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et si on n'a plus d'eau, on n'a plus d'êtres humains sur la planète. Et donc, il est urgent de réduire, parce que si on réduit pas, ça va être exponentiel et on va trouver de plus en plus de plastique dans l'environnement, même si dans les pays industrialisés, on commence à essayer de juguler un petit peu ce plastique qu'on retrouve dans la nature par le tri, le recyclage, mais ça reste anecdotique. Et ce que vous nous dites finalement, c'est que le recyclage, ça suffit pas. Il faut vraiment réduire la production, l'utilisation du plastique. Oui, alors il n'y a pas qu'une seule solution. Bien sûr que le recyclage fait partie un petit peu des solutions, mais c'est pas une fin en soi. La vraie solution, c'est de réduire drastiquement la production de plastique, et ça, c'est très important. Et je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que on n'a plus le temps de continuer à polluer, à remplir les océans de plastique. Alors il y a certaines mesures que la France a prises, d'ailleurs, où elle se retrouve un petit peu seule. Si vous allez vous promener à l'étranger pendant les vacances, vous êtes surpris quand on vous donne une paille avec un verre, par exemple. On n'a plus de paille, le plastique jetable et un certain nombre de choses qui ont été interdites en France. Ça servait à rien de le faire ou c'était quand même un pas important ? Non, c'est très important de le faire, bien sûr. La France doit montrer l'exemple. Mais le problème, c'est le commerce international. Alors, effectivement, on réduit la production plastique en France. La plasturgie française est en souffrance. Ouais. C'est terrible de dire ça. Mais plus personne ne veut travailler dans le plastique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On ne produit plus assez de plastique. Et là, la France, par l'effet miroir du commerce international, a ouvert les frontières au plastique chinois, qui lui n'est pas du tout réglementé, où on va trouver tous les contaminants, tous les perturbateurs endocriniens que nous on essaye d'interdire en Europe. Donc on
tourne un petit peu en rond et c'est ça qui est dommage. Vous êtes en train de dire qu'on n'en produit presque plus assez. Il vaudrait mieux que ce soit du plastique français bien sourcé, dont on saurait quoi faire. Bien sûr, ça c'est normal, effectivement. Si on fait venir du plastique chinois qu'on contrôle pas, c'est complètement aberrant. Et ça, on le dénonce à 7e continent. Mais voilà, effectivement, c'est un combat aussi. C'est ce commerce international, la mondialisation, ça devient compliqué pour l'environnement. Philippe Bourriaki, membre de l'écologie au centre. J'abonde évidemment dans son sens et c'est un jour noir en vérité. Vous faites un sommet pour ne rien faire et en fin de compte, c'est les générations futures qui ont subi. Vous savez, moi chaque année, je vais au Maroc à Al Jadida au Forum de la mer et mon ami Mehdi Alaoui commence souvent par cette phrase en disant que la mer commence sur Terre. C'est-à-dire que ce que nous allons produire comme déchets vont in fine se retrouver dans la mer et ils vont revenir sur la Terre d'une manière ou d'une autre, soit en mangeant du poisson, soit en buvant de l'eau par l'évaporation et les microparticules, les nanoparticules justement, peuvent devenir aussi gazeuses et se transformer en eau ou en tout cas se mélanger en eau et donc effectivement ça va nous contaminer, ça va contaminer nos enfants. On a une responsabilité, il faut qu'on consomme différemment. Il faut qu'on freine des cas de pied tous les produits qui sont nocifs, c'est-à-dire qu'il faut les surtaxer dès le départ pour pouvoir rendre nos produits ici en France. Mais à condition de pouvoir les remplacer, parce que si vous retrouvez... Alors, il y a des technologies qui permettent, où vous avez quasiment 80% d'algues et 20% de plastique, on ne peut pas le supprimer complètement, mais déjà le réduire à 80%, c'est possible. Et il faut qu'on s'y mette tous, et j'en appelle aux consommateurs. Moi, vous savez, nous, l'écologie au centre, on n'est pas une écologie punitive et culpabilisante. Mais... vous avez parlé de surtaxer quand même. Non, c'est punitif. Non. Je surtaxe ceux qui viennent de l'extérieur, qui vont nous polluer. Je ne parle pas de nos produits à nous, qui en plus respectent tous les normes. Enfin, tu vois, le différentiel est important. Mais moi, je m'adresse aujourd'hui aux consommateurs. Vous avez le pouvoir de pouvoir acheter des choses qui sont réutilisables, ou en tout cas y aller avec des collecteurs déjà en partie. Alors, je vais donner le nom d'une boîte qui s'appelle 900 Care, par exemple, qui fait des produits de lessive, dentifrice, etc. Et c'est juste une pastille parce que 80% de ce que vous avez dans vos produits plastiques, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc l'eau, vous l'avez au robinet et donc ça évite des véhicules de transport et surtout de se retrouver avec des tonnes de plastique qu'on ne peut pas gérer. Alors j'ai une question à poser à notre invité Patrick Dexon, parce que je suis sûr que vous voulez te poser plusieurs fois, surtout quand vous avez vu où est-ce que ce plastique qui se désagrège terminait. De quel plastique de notre vie quotidienne on peut facilement se passer alors qu'on ne le fait pas ? Oui, on le sait tous, c'est ce fameux plastique jetable. Celui-là, il a aucune place dans notre société. Après, se passer du plastique, c'est compliqué. On peut pas l'interdire, le plastique. On peut pas retirer la farine du boulanger du jour au lendemain. On n'a plus de pain. Et le plastique, c'est un peu pareil. Économiquement, c'est très compliqué de le supprimer. Par contre, le réduire, on peut. Ça, on en est convaincu. Après, le remplacer par du bioplastique, c'est pareil. Alors, l'écologie, c'est une table de mixage, où on a plusieurs curseurs. Il faut en monter, en descendre, mais surtout pas en monter un à fond et descendre l'autre, parce qu'on crée des catastrophes. Et en plus du rejet à la fin, Anthony Martin-Smith. Alors, déjà une remarque. Le plastique, par exemple, où on aurait tendance à dire oui, mais on le recycle. En réalité, on ne fait que recycler le problème et on ne fait que recycler des nanoparticules qui continuent de subsister. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en tout cas, c'est plus une question que j'ai envie de vous poser. Pour des gens comme moi et ceux qui nous écoutent, vous parlez de ce 7e continent. À quoi ressemble-t-il et sur quelle surface exactement s'étend-il ? Ça ressemble à quoi ? Alors oui, ce 7e continent, nous, ça fait quand même 15 ans qu'on l'étudie. On y est allé plusieurs fois sur place. Il en existe 5 de zones de concentration. Alors on l'a appelé 7e continent, c'est un peu malheureusement les médias qui ont triché un petit peu sur les faits. On simplifie. Quand je suis rentré dans ce fameux 7e continent, la première fois, la mer était très calme. Et là, on a toutes ces microparticules qui remontent. Et donc, ce fameux 7e continent ressemble un peu à un tapis de microparticules de plastique. Il n'y a en aucun cas une île de plastique où on pourrait marcher dessus. C'est plutôt une espèce de ragonias qui flotte, en gros, au milieu de l'océan. C'est ça. Alors, les gros objets, eux, ont une prise au vent, donc ils ont plutôt tendance à dériver et à s'échouer sur les plages, alors que les microparticules qui se fragmentent dans la nature et qui sont amenées dans l'océan par les gros orages, etc., eux, ces microparticules sont sous l'influence des courants. Et donc, ces courants sont
vont rejoindre ces gires océaniques, ces gires qui tournent un petit sur eux-mêmes, hein, et qui vont rassembler ces microparticules. Et après, ces microparticules, elles se fragmentent, elles partent en nanoparticules. Ce sont mes équipes à 7e continent, hein, qui ont prouvé la fragmentation jusqu'à la nanoparticule. Et après, on se doute bien qu'avec l'évaporation de l'océan, ces nanoparticules vont dans les nuages. Alors ça, c'est très compliqué scientifiquement pour faire une publication, parce que les nanoparticules, forcément, on en a partout sur le milieu terrestre, et ces nanoparticules sur le milieu terrestre peuvent être amenées sur l'océan. Mais nous, je pense qu'on est persuadé que ces nanoparticules s'évaporent avec l'océan, et donc la nanoparticule de plastique, à mon avis, a intégré le cycle de l'eau. Mais ça ne tient qu'à moi, ce n'est pas une publication. C'est votre supposition. Autre question, parce qu'elle est importante, celle que vous avez demandé à Anthony Martin-Smith, qu'on se fasse une idée à peu près, si on agrège en gros tous ces gires océaniques remplis de ragounias, de plastique, ça fait quelle surface? C'est l'équivalent de quoi dans le monde? Alors c'est très difficile parce que ça fait à peine 25 ans qu'on étudie cette zone, et donc on a donné des superficies en fonction des ONG qui sont partis un peu à droite, à gauche, et qui ont pioché du plastique. Et donc on essaie on a une base de données qui est en train de se remplir, et on a à peu près une dimension mais elle n'est pas uniforme. En fait, compte dans la mer et dans les gires, on a des espèces de fleuves de circulation de courants. Et donc ce plastique se circule dans ces courants. Et c'est beaucoup plus complexe parce que dans le second gire qui tourne sur lui-même, on peut pas aspirer. C'est une question bête, probablement, mais. Alors, on avait la question d'Anthony Martin-Smith, c'est est-ce qu'on peut débarrasser l'océan de ce plastique? Non, c'est complètement utopique. Tous les projets qui sont là avec le jeune néerlandais, tout ça, faut le dénoncer. Ça a un impact environnemental énorme. Et 99% de la pollution plastique, elle est micrométrique. Donc alors, on ne pourra pas nettoyer les océans. Si on les nettoie avec des filets micrométriques, on tue l'océan, on va ramasser toute la vie qu'il y a dans les océans. Donc, c'est complètement utopique. Donc, on ramasse une cuillère à café, et voilà, et on fait de la com, et on dit qu'on va sauver les océans. Et ça me met en colère, parce que ça, c'est des mauvais messages. En tout cas, ça veut dire qu'on en a pour plusieurs milliers de l'années. Tant qu'il n'y aura pas une catastrophe, ça continuera, parce que on demande au lobby du sucre de lutter contre l'obésité. Donc ça peut pas marcher, cette affaire. Bon, c'est compliqué en tout cas, mais vous avez raison de faire une formule. Merci à notre invité, en tout cas Patrick Dexon, d'être intervenu sur Sud Radio dans l'info en plus de Félix.